et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je vous présente un livre de ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est Thucydide, un fondamental des humanités et un fondamental de l'histoire, non seulement de l'Antiquité, mais de la science historique en tant que telle, puisque Thucydide est avec Hérodote un jalon historiographique monumental et fondateur de la discipline historique. Thucydide est de fait le successeur, si on veut, d'Hérodote dans ses premiers pas de la discipline histoire dans notre monde culturel européen et gréco-romain, puisqu'il décrit une guerre qui a succédé de peu aux guerres médiques, puisque la guerre que Thucydide prétend décrire s'est jouée à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, alors que les guerres médiques que Hérodote décrivait dans son enquête se sont jouées au début de ce même siècle. Thucydide, qui c'est ? Eh bien, Thucydide, il a un profil tout à fait opposé à celui d'Hérodote, puisqu'il est issu d'une très illustre famille athénienne. C'est un Athénien, non pas un métèque comme l'était Hérodote, mais un Athénien issu d'une très noble famille. Donc c'est une personne très aisée. Il est descendant apparemment de Miltiade, un des plus grands et des plus illustres généraux athéniens, le vainqueur légendaire de la bataille de Marathon, non pas légendaire, le vainqueur historique et de la bataille de Marathon, tel que l'a décrit Hérodote notamment. Et il est également, Thucydide, il serait également le descendant d'un autre Thucydide qui l'a précédé dans l'histoire, et qui était un opposant farouche de Périclès. Et vous savez que Miltiade était le père de Simon, Simon qui était aussi le chef du parti aristocratique, qui s'opposait à Périclès. Donc vous comprenez qu'avec tous ces éléments, que Thucydide, par tradition familiale, par atavisme, oserais-je dire, a une opinion plutôt conservatrice sur les faits politiques de son temps. C'est-à-dire qu'il se placera plutôt dans la tradition familiale d'un parti aristocratique, lui-même faisant partie de l'aristocratie athénienne. Ce qui n'empêche pas les aristocrates de prendre le parti de la démocratie et de se faire, entre guillemets, des populistes, comme Périclès, qui était tout aussi noble que Simon, puisqu'il descendait des Alcméonides et de Clisthène. Mais bon, voilà, c'était une aristocratie qui s'était rebellée contre l'Épisistratides, et elle était mal vue, et elle s'est reposée par la suite sur le peuple. Donc Thucydide, voilà, donc si vous lisez Thucydide et que vous le trouvez assez critique sur la puissance athénienne, quoique il essaye de respecter une neutralité absolue, et en cela il fonde une des règles déontologiques de l'histoire, qui est de dresser le portrait de faits sans prendre parti, vous pouvez quand même trouver certains traits qui marquent l'inclination de Thucydide pour une politique plus conservatrice, plus aristocratique qu'était celle d'Athènes. Et en cela, il rejoint tout à fait Platon, qui est lui aussi issu de la plus illustre noblesse athénienne. Platon, qui, vous le savez, n'a pas adressé des louanges à son régime politique et à la démocratie athénienne. C'est pas la démocratie athénienne qui est décrite dans la République de Platon, bien loin s'en faut. Et Platon, à la différence près, est beaucoup plus jeune que Thucydide. Bon, ils ont quand même 30 années d'écart, puisque Platon est né en 427 avant Jésus-Christ, et Thucydide, lui, serait né en 460 avant Jésus-Christ, ce qui fait qu'il a participé activement à l'événement qu'il décrit, il en est un parfait contemporain, de cette guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse, c'est cette guerre qui est décrite dans le récit de Thucydide,
Et il ne décrit pas seulement cette guerre, mais il décrit toute la chaîne des événements qui a conduit à cette guerre de très grande ampleur à l'échelle du monde hellénistique, pas du monde hellénistique qui n'existait pas, mais du monde hellénique, voilà, pour être juste, qui a mis aux prises toutes les cités quasiment du monde grec, mis à part les cités les plus éloignées comme Marseille, mais quasiment toutes les cités du monde grec, de la Grande Grèce, donc de Syracuse, jusqu'aux cités d'Asie mineure. Voilà. Thucydide a donc participé activement à cette guerre et il l'a décrit. Et il décrit ce qu'on appelle la première guerre du Péloponnèse, qui ont été des suites d'escarmouches et de petites batailles entre Athéniens et Spartiates avant que se déclenche cette grande guerre du Péloponnèse. Petites escarmouches ou batailles plus ou moins célèbres, comme celle de Tanagra où les Spartiates ont vaincu les Athéniens qui voulaient leur bloquer le passage en 357 avant Jésus-Christ. Non, la grande affaire de Thucydide, c'est vraiment la guerre du Péloponnèse qui commence en 431 et qui s'achève en 404 avant Jésus-Christ. Sauf que Thucydide n'a pas achevé son œuvre, ou du moins on n'a pas réussi à... Cette œuvre de Thucydide tout à fait fondamentale ne s'est pas transmise entièrement jusqu'à nos jours puisqu'elle s'arrête à l'année 411 avant Jésus-Christ. 411 avant Jésus-Christ. Et il apparaît que Thucydide a interrompu son œuvre en cours de rédaction puisque Xénophon, dans la rédaction de ses Helléniques, cite clairement Thucydide et dit qu'il reprend la suite de Thucydide, qui s'était interrompue à l'année 411 avant Jésus-Christ. Donc Thucydide, en réalité, n'a jamais achevé le récit de la guerre du Péloponnèse. Peut-être qu'il est mort avant que cette guerre du Péloponnèse se termine, puisqu'on a des doutes sur la date de sa mort, qu'on situerait entre 400 et 395. Ou alors peut-être qu'une longue maladie l'a immobilisé et l'a rendu inapte à la poursuite de cette rédaction. On ne sait pas. Mais en tout état de cause, le récit de Thucydide, le formidable récit de Thucydide, s'arrête à l'année 411 avant Jésus-Christ. Cette guerre du Péloponnèse est tout à fait inédite par son ampleur, et Thucydide le dit bien dans sa préface. Thucydide le dit excellemment. Il dit qu'aucune guerre d'une telle ampleur n'a jamais eu lieu en Grèce, que les guerres médiques ne peuvent être comparées à cette guerre du Péloponnèse qui a mis aux prises toutes les cités du monde grec. En tout état de cause, tout cela est aussi bien expliqué par Pierre Vidal-Naquet, qui est l'auteur d'une préface du livre Folio Classique, là, que vous avez, et que j'ai choisi parce que c'est le livre, c'est que du français. C'est une traduction qui est faite par le grand helléniste Denis Roussel, et qui est une belle première introduction à Thucydide. Et donc je disais, oui, Thucydide... Et n'a pas achevé son œuvre, et on ne sait pas pourquoi. Donc cette guerre du Péloponnèse, qui est d'une ampleur inédite, Thucydide l'a décrit, et il l'a décrit non seulement pour son temps, pour le temps présent, mais aussi pour les temps à venir, puisqu'il dit clairement dans sa préface, Thucydide, que cet enchaînement, cette escalade de tension qui a amené la guerre entre Athènes et Sparte, entre la Ligue du Péloponnèse et la Ligue de Délos, est amené par la suite et dans le futur à se reproduire inlassablement et à chaque fois, tant qu'il y aura une puissance dominante et une puissance qui est en train de se développer, une puissance ascendante qui menace le pouvoir établi de la puissante dominante. Que dit-il textuellement? Il dit dans cette préface ce mot: « Il se peut que le public trouve peu de charme à ce récit dépourvu de romanesque. Je m'estimerai pourtant satisfait s'il est jugé utile par ceux qui voudront voir clair dans les événements du passé, comme dans ceux, semblables ou similaires, que la nature humaine nous réserve dans l'avenir. »
plutôt qu'un morceau d'apparat composé pour l'auditoire d'un moment. C'est un capital impérissable qu'on trouvera ici, un capital impérissable des événements que Thucydide décrit et qui se reproduiront immanquablement dans l'avenir et qui a fait naître un nouveau concept dans la discipline scientifique, dans le champ disciplinaire de la géopolitique. Ce nouveau concept qu'on a appelé, pour rendre hommage à ce fameux passage de la préface de Thucydide, le complexe, non pas le complexe, mais le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide qui est simple. Le piège de Thucydide, c'est quand une puissance établie se voit menacée dans ses fondements et dans sa subsistance par une puissance ascendante qui menace son leadership. Et de fait, pour préserver sa puissance, cette puissance établie est obligée de déclarer la guerre à la puissance ascendante, où finalement elle perdra tous ses alliés et toute sa puissance. Ce qui crée un conflit, une guerre qui mobilise tous les alliés de la puissance ascendante et de la puissance dominante et qui s'affrontent dans un combat qui doit décider qui de la puissance déjà établie ou de la puissance qui monte devra régenter le monde. C'est ce qui s'est passé entre Sparte et Athènes. Puisque Sparte, qui était alors la puissance dominante de la Grèce depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, qui était réputée comme la cité grecque la plus puissante et la plus forte, la plus martiale, qui était encore, durant la guerre du Péloponnèse, la cité grecque qui avait la plus grande chora, le plus grand territoire en superficie, et la plus grande force militaire, eh bien cette puissance de Sparte qui trouvait des alliés dans cette puissante ligue du Péloponnèse qu'elle avait formée et qu'elle dirigeait, se voit menacée dans ses fondements et dans sa subsistance par l'accroissement de la Ligue de Délos, cette Ligue de Délos formée par Athènes et qui avait pris le relais de la Ligue panhellénique qui avait été autrefois dirigée par Sparte, d'où cette puissance de Sparte tout à fait établie et tout à fait incontestée. Tout à fait incontestée, puisque d'ailleurs Hérodote dit bien que Aristagoras de Milet, qui est celui qui a provoqué l'intervention des Athéniens contre les Perses et contre Darius, avait été en expédition, dans un premier temps, avait été voir les Spartiates pour leur demander de l'aide. Et devant le refus du roi Cléomène de Sparte, il a été voir les Athéniens. Ce qui montre bien que Sparte était toujours vue au-dessus d'Athènes jusqu'à l'éclatement de cette guerre du Péloponnèse, enfin jusqu'à la constitution d'une Ligue de Délos qui a montré une puissance toujours plus grandissante. Et cette Ligue de Délos s'est tellement accrue, d'île en île, a même intégré dans sa Ligue des colonies de membres de la Ligue du Péloponnèse. Et donc il y a eu des conflits entre les membres de la Ligue du Péloponnèse et Athènes qui dirigeait la Ligue de Délos. Vous avez des cités qui avaient pour ainsi dire deux obédiences, qui à la fois étaient des colonies dans le sens grec du terme et antique du terme, c'est-à-dire des villes qui avaient été fondées par une métropole qui ensuite leur a laissé une indépendance quasiment totale, si ce n'est un lien de fraternité et d'amitié qui subsiste par l'origine commune. Eh bien, vous aviez des cités qui étaient à la fois colonies de Corinthe, par exemple, qui est un membre de la Ligue du Péloponnèse, opposé à Athènes, et qui était aussi membre de la Ligue de Délos. Donc cet entremêlement d'intérêts différents a créé un emballement qui a donné jour à cette guerre monumentale entre les cités grecques. Et de fait, la Ligue de Délos était trop menaçante pour Sparte, et elle tyrannisait, il arrivait un moment où elle tyrannisait les membres de sa ligue, et la Ligue de Délos n'avait que pour seul intérêt de combattre les Perses, de repousser les Perses hors du continent,
d'arrêter la menace perse et de préserver la liberté des Grecs. Et cet intérêt a cessé d'intervenir, a cessé d'être efficient dès lors que Athènes a conclu une paix avec les Perses, qu'on appelle la paix de Callias en 449 avant Jésus-Christ. Mais malgré cette paix, Athènes a maintenu sa puissante ligue de Délos, au mépris des conventions préalables qui avaient été passées et dans l'objectif initial de la création de cette ligue de Délos. Vous savez, c'est un peu comme l'OTAN. L'OTAN avait été formée pour faire face au bloc communiste, mais l'OTAN perdure encore malgré le fait que l'URSS n'existe plus. Donc voilà, donc les membres de cette Ligue de Délos se sont sentis tyrannisés puisqu'ils devaient payer un impôt de plus en plus coûteux à la puissance dominante qu'était Athènes et qui, avec cet argent que lui donnait la Ligue de Délos, pouvait construire des monuments tout à fait remarquables comme le Parthénon à Athènes. Et donc plusieurs colonies de Corinthe se sont rebellés contre cette Ligue de Délos. Et notamment Potidée, qui a refusé, après une révolte, de raser ses murs, puisque Athènes lui avait demandé de raser ses murs. Et Potidée a refusé. Et sur le refus de Potidée d'obéir au chef de la Ligue de Délos, qui était Athènes, qui était la cité d'Athènes, eh bien, les Athéniens ont lancé une expédition pour contraindre Potidée à raser ses murs. Mais le problème, c'est que Potidée est une colonie de Corinthe, et que Corinthe est un des membres les plus éminents de la Ligue du Péloponnèse, qui est dirigée par Sparte. Et Corinthe a dit à Sparte que ça ne pouvait plus durer, que Athènes martyrisait ses colonies, que Athènes attaquait aussi Mégare et menaçait Mégare, que Athènes devenait trop puissante par la Ligue de Délos, et que si Sparte continuait à vivre dans une telle léthargie et dans un tel laxisme, eh bien Corinthe quitterait la Ligue du Péloponnèse, et Corinthe entraînerait avec elle et à sa suite plein d'autres cités grecques qui quitteront à leur suite la Ligue du Péloponnèse. C'est à ce moment-là que Sparte s'est rendu compte que si elle n'agissait pas pour préserver sa ligue et pour préserver sa puissance, eh bien tout était sur le point de se déliter et qu'elle allait décroître de façon irrémédiable en puissance et que Athènes allait pouvoir imposer sa domination universelle au monde grec. C'est pour cette raison que Sparte, à ce moment-là, à ce moment de bascule, a déclaré la guerre à Athènes. Et il y a eu aussi l'événement de Corcyre. L'événement de Corcyre, où une ancienne colonie de Corinthe, encore une fois, s'est rebellée, enfin, a attaqué une autre ancienne colonie de Corinthe qui était Épidamne, et que les Corinthiens, par ce traité qui lie chaque métropole à sa colonie, qui est un traité d'entraide et de secours, la métropole a le devoir d'aider sa colonie quand elle est en danger, eh bien, il y a eu Corinthe qui s'est opposé à Corcyre pour préserver les intérêts d'Épidamne. Et à la suite de cela, Corcyre, qui a été pendant très longtemps en conflit avec sa métropole Corinthe, a vaincu les Corinthiens dans une bataille navale, et ensuite demandé l'aide d'Athènes pour poursuivre la guerre navale contre Corinthe, et a quasiment intégré la Ligue de Délos, et pour unir sa flotte avec celle d'Athènes. Et c'est là, en fait, le point déclencheur, plus que la bataille de Potidée, c'est là le point déclencheur de cette guerre du Péloponnèse, le casus belli, parce que là, on a vu que c'était beaucoup trop dangereux que Sparte, qui n'avait pas de flotte, et dont toute la puissance maritime reposait sur Corinthe, qui était la grande puissance maritime de la Ligue du Péloponnèse. Sparte s'est rendu compte que si Corinthe, excédée par les empiètements d'Athènes, par l'ingérence de cette Ligue de Délos, n'était pas soutenue par Sparte, eh bien elle allait quitter cette ligue et tout allait se déliter. C'est pour cette raison, voilà, que Sparte a déclaré la guerre. Et Thucydide raconte ça de façon admirable
et outre point qui fera date dans sa façon d'écrire l'histoire, dans la façon que Thucydide a d'écrire l'histoire, c'est qu'il va, et qu'il le dit dans sa préface, qu'il va inventer, non pas inventer des discours, mais recomposer des discours selon les règles de la vraisemblance pour nous faire voir toute l'intensité de cette guerre. Donc la particularité de Thucydide, vous avez des discours tellement bien écrits, tellement bien rédigés, tellement beaux à entendre et à lire, qui font intervenir des grands personnages de la guerre du Péloponnèse, qui soit exhortent leurs troupes avant leur bataille, soit discutent des conséquences d'une guerre avant cette guerre. Voilà, c'est les discours de Thucydide. Et ces discours-là vont inspirer tous les autres auteurs antiques qui vont, à la suite de Thucydide, composer des discours qu'ils vont mettre dans la bouche de ces grands personnages historiques. Polybe composera des discours qu'il mettra dans la bouche de ces personnages historiques. Tite-Live, toujours en référence à Thucydide, composera de longs discours qu'il mettra dans la bouche de ces personnages. Tacite et tous les grands historiens de l'Antiquité seront dépositaires de cet héritage de Thucydide, qui est de composer un discours et de le mettre dans la bouche des grands personnages dont on veut décrire l'histoire, pour rendre le récit plus plaisant à entendre et pour faire rentrer le lecteur ou l'auditeur, surtout dans l'Antiquité c'est plutôt l'auditeur, faire rentrer l'auditeur dans cette histoire de façon plus intense et de façon plus divertissante. Faire un discours, faire jouer l'éloquence qu'on va mettre dans l'histoire pour rendre l'histoire agréable. C'est notamment ce que dit Cicéron dans le De Oratore. Il faut rendre l'histoire agréable à entendre pour que l'histoire puisse être retenue. Donc Thucydide, lui, continue la rédaction de cette œuvre. Et donc la guerre du Péloponnèse, eh bien, elle va se poursuivre de 431 jusqu'à 421 dans un premier temps, où elle va être interrompue par une paix plutôt en la faveur d'Athènes, la paix de Nicias, qui va mettre fin aux hostilités entre Sparte et Athènes, puisque Athènes, après avoir vaincu Sparte à la bataille de Sphactérie, qui a démobilisé et qui a ruiné la puissance spartiate, qui a humilié Sparte, puisque des Spartiates, pour la première fois, les Spartiates tels que les Spartiates qui se sont illustrés à la bataille des Thermopyles, pour la première fois à Sphactérie, des Spartiates se sont rendus aux Athéniens, alors que la règle de Sparte est de se battre jusqu'à la mort. Donc après cette humiliation, premier point pour Athènes qui, avec cette paix de Nicias en 421, apparaît comme une puissance qui aurait vaincu Sparte. Mais la guerre va très vite reprendre. Et Thucydide, à cette époque, à cette date de 421, n'est déjà plus dans le jeu de la guerre du Péloponnèse, puisqu'il a échoué dans une expédition militaire en faveur d'Athènes. Il n'est pas arrivé assez vite pour sauver et pour secourir la ville d'Amphipolis, qui était une puissance et une tête de pont importante d'Athènes en Thrace et de la Ligue de Délos. Amphipolis, qui était une ville qui fournissait beaucoup de bois à la Ligue de Délos, bois indispensable pour fabriquer des trières et donc pour alimenter la plus puissante flotte du temps, la flotte athénienne. Et de fait, Sparte a réussi, par l'intermédiaire du général Brasidas, à couper cette tête de pont et à s'emparer d'Amphipolis. Pour diminuer la puissance athénienne. Mais vous avez vu que ça n'a pas suffi, puisque Sphactérie a fait que Sparte a conclu une paix à l'avantage d'Athènes. Mais Thucydide, et c'est là qu'il s'est non pas illustré, mais qu'il a failli à sa mission, puisqu'il n'est pas arrivé assez vite. Pour sauver cette ville d'Amphipolis, il a pris la prise de la ville d'Amphipolis alors qu'il était à Tassos. Et il a été licencié, il a été inquiété, il a été traité d'irresponsable. Vous pouvez imaginer toutes les conséquences qui peuvent survenir quand vous êtes un chef militaire et que vous apparaissez comme
ayant failli à votre mission. Thucydide s'en est bien sorti puisqu'il n'a pas été condamné à mort, mais dans beaucoup d'autres temps et d'autres événements, des chefs militaires qui ont eu la réputation de faillir à leur mission ont souvent été condamnés à mort. Voilà, Thucydide, non, il s'est replié dans la rédaction de son histoire. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à rédiger la guerre du Péloponnèse, puisqu'il était dépossédé maintenant de toute fonction politique après cet échec de cette expédition de secours vers Amphipolis. Donc paix de Nicias en 421, mais Athènes qui subit des bouleversements politiques et qui se voit succéder à sa tête des têtes brûlées, puisque Athènes n'a plus un gouvernement stable et continu depuis la mort de Périclès en 429, au début de la guerre du Péloponnèse. Après, ce sont plusieurs partis politiques qui se sont disputés le pouvoir à Athènes, et vous avez eu plusieurs revirements de politique. Donc à la politique de Nicias, qui était plutôt modérée, plutôt prudente, puisque elle permettait à Athènes d'obtenir une victoire sans tout à fait écraser totalement Sparte et la réduire à néant, eh bien, a succédé la politique d'Alcibiade, qui lui a relancé la guerre du Péloponnèse en faisant intervenir Argos dans cette guerre pour inquiéter Sparte et pour la réduire encore plus à néant. Donc la guerre reprend à l'issue des complots d'Alcibiade qui soulève Argos pour attaquer Sparte, mais Sparte va reprendre la guerre d'un très bon pied, puisque Sparte va vaincre les Athéniens et les Argiens à la bataille de Mantinée en 418 avant Jésus-Christ, qui est l'une, si ce n'est la plus grande bataille hoplitique de l'histoire, avec Platée. C'est la bataille qui a mis aux prises le plus grand nombre d'hoplites, un nombre incroyable d'hoplites, très conséquent, et elle a eu lieu dans la plaine de Mantinée, et elle a vu Sparte vaincre. Et là, il y a eu un retournement de situation. Puisque Alcibiade, au lieu de se dire que là, il avait perdu, qu'il avait marqué des points contre son camp, eh bien, il a continué dans sa politique ultra ambitieuse qui voulait qu'Athènes prolonge ses conquêtes jusqu'en Sicile et même jusqu'en Afrique après. Et il a lancé l'idée d'une expédition en Sicile pour attaquer Syracuse. Syracuse qui soutenait plus ou moins timidement Sparte, en lui fournissant quelques fournitures matérielles. Voilà, donc cette expédition de Sicile a condamné manifestement Athènes à la défaite, puisque les Athéniens ont lancé une expédition alors qu'ils avaient été vaincus à Mantinée, une expédition en Sicile en 415 qui s'est conclue par un désastre, puisque toute l'expédition, et Nicias était dans l'expédition, le pauvre, a été décimé, tué, envoyé dans les carrières, réduit en esclavage. Toute l'armée athénienne qui avait été envoyée en Sicile n'est jamais revenue. Et à la suite de cela, la guerre du Péloponnèse s'est jouée essentiellement en mer Égée, et Sparte a acquis le soutien du roi de Perse, qui s'est relevé depuis de la menace qu'Athènes faisait peser sur lui, et qui a trouvé l'occasion bonne d'en finir avec ce danger que représentait la Ligue de Délos, en soutenant financièrement Sparte, pour que Sparte puisse vaincre Athènes sur la mer. Et de fait, Sparte, pour vaincre Athènes, a dû se faire puissance thalassocratique. Et c'est comme ça que Lysandre a vaincu finalement la puissance athénienne à Aigos Potamoi. Donc Thucydide, voilà, il est admirable pour ça, sauf qu'on n'a pas le dénouement. C'est Xénophon qui nous l'apporte, le dénouement de cette guerre du Péloponnèse. En tout cas, Thucydide, il est très connu pour ce piège de Thucydide, et vous voyez bien dans les événements qui nous sont contemporains que la puissance établie que sont les États-Unis et la puissance ascendante qu'est la Chine peuvent faire rejouer ce fameux piège de Thucydide
qui pourrait avoir des conséquences tout à fait terribles sur notre monde, puisque les États-Unis sentent bien que leur puissance est de plus en plus fragile devant une Chine qui monte. Les États-Unis ont pour eux l'OTAN et les alliances d'Occident, et la Chine commence à agglomérer autour d'elle la Russie, la Chine, une partie de l'Afrique, quelques pays d'Asie du Sud-Est, et que finalement on pourrait craindre, si les États-Unis ne coopèrent pas ou si les États-Unis ne veulent pas céder la place à la Chine, une conflagration mondiale d'une ampleur inédite, ou d'une ampleur déjà vécue. Mais voilà ce qu'on peut craindre, et voilà en quoi Thucydide peut nous faire peur, en nous disant que les événements qu'il décrit pour cette guerre du Péloponnèse, les enchaînements d'événements qui ont mené à cette conflagration à l'échelle du monde grec, se reproduiront par la suite.